Bonjour et bienvenue à ce débat sur un sujet d'actualité qui concerne les entreprises, les salariés et leurs représentants, le pouvoir d'achat. Dans quelques minutes, nous allons avoir sur ce plateau Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, François Omril, président de la CFE-CGC et Pierre Ferracci, président du groupe Alpha. Mais avant de leur céder la parole, je vais la passer à Antoine Raymond, responsable du pôle études et prospectives du groupe Alpha, qui en quelques minutes va nous présenter une étude comparée de plus de 400 accords NAO en 2024. Bien, merci Jean-Mathieu. Alors donc pour présenter cette étude, on s'est focalisé sur les principaux résultats. Et ensuite, j'aborderai rapidement quelques éléments qui visent à présenter en fait les projets de réforme sur le cadre réglementaire en matière de rémunération. Alors, le premier résultat qu'on peut mettre en avant, c'est des augmentations de salaire qui sont plutôt en baisse donc, dans les accords NAO, puisqu'elles étaient de 4,6% en 2023 et elles passent à 3,5% en 2024 dans l'étude que nous avons menée. Le contexte économique explique ce ralentissement, avec d'abord le reflux de l'inflation, ensuite la dégradation des perspectives d'emploi et on a également des perspectives moroses de croissance. Donc c'est ce contexte qui est vraiment à l'origine du ralentissement. On a des pratiques différenciées selon les catégories socioprofessionnelles que l'on peut observer sur ce graphique, avec notamment des augmentations plus fortes pour les non-cadres que pour les cadres. Et néanmoins, l'écart se réduit sur cette année. Alors pourquoi on a eu cet écart? Parce que les entreprises veulent protéger les bas salaires face à une inflation qui persiste à un niveau élevé. Donc elles augmentent davantage en fait les ouvriers employés, qui sont les moins bien rémunérés. Et aussi, elles veulent limiter le mouvement de tassement des salaires dans un contexte de hausse rapide du SMIC. Deuxième résultat, c'est le repli des mécanismes de garantie des augmentations salariales, avec notamment la baisse de la fréquence des augmentations générales dans les entreprises. Donc la fréquence des augmentations générales, donc moins d'augmentations générales dans les accords, néanmoins, elle reste largement majoritaire. 80% des accords prévoient une AG pour les non-cadres et 64% pour les cadres, c'est ce que vous voyez sur ce graphique. Pour autant, la baisse de distribution d'augmentation générale ne s'est pas traduite par une augmentation de la fréquence des augmentations individuelles, si bien que l'on a des budgets qui sont moins mixtes, avec davantage d'augmentation générale exclusive et davantage d'augmentation individuelle exclusive. Le deuxième mécanisme de compensation, de garantie d'augmentation salariale, c'est les talons. Les talons, c'est des augmentations minimales et on voit qu'ils sont en baisse à la fois en fréquence et en valeur. Troisième résultat, les pertes cumulées de pouvoir d'achat depuis 3 ans. L'inflation est un élément clé en fait, des négociations salariales, mais on constate depuis 3 ans qu'elle se conclut à un niveau inférieur en fait, les négociations, les accords que l'on voit sur ce graphique se concluent à un niveau inférieur à l'inflation passée. La conséquence, c'est des pertes cumulées de pouvoir d'achat qui sont importantes, avec des salaires réels qui sont en baisse. Pour l'année 2024, l'inflation est en baisse, néanmoins son évolution est en proie à des vents contraires, et si bien qu'aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que si les prévisions de la Banque de France sont justes, 2,5% d'inflation prévue en 2024, alors les salariés pourraient gagner 1 point de pouvoir d'achat. Quatrième résultat, donc, c'est sur la prime de partage de la valeur. Ce que l'on a observé, c'est que c'était plutôt une prime qui était en baisse, là aussi en termes de fréquence et en termes de montant. Donc là, en fait, ce que l'on peut indiquer, c'est que l'alignement du régime fiscal et social de cette prime sur celui de l'intéressement en participation induit un changement de philosophie du dispositif avec un dispositif qui était orienté davantage à court terme et qui désormais devient une sorte d'incitation à l'épargne. Et ce faisant,
dans les entreprises qui ont de l'intéressement et de la participation, il y a une forme de redondance avec les suppléments qu'elles peuvent verser à ce titre. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de confusion. Et on peut même dire que la question du maintien, finalement, de la prime de partage de la valeur est posée dans un certain nombre d'entreprises. Donc, on attend, en fait, une baisse dans les mois et les années à venir dans ces entreprises déjà couvertes par de l'intéressement-participation. Pour autant, il pourrait y avoir un autre phénomène qui est que l'arrivée à échéance d'un accord d'intéressement pourrait conduire certaines entreprises à privilégier une prime de partage de la valeur lorsque la renégociation est difficile ou le dialogue social conflictuel, puisque l'intéressement, il doit être instauré ou renouvelé par accord. Et donc, dans l'impossibilité de parvenir à un accord, il peut être plus simple de verser une prime de partage de la valeur que l'entreprise peut verser de façon unilatérale. Ensuite, sur les mesures qui sont envisagées actuellement pour réformer un peu ce cadre réglementaire en matière de rémunération, il y en a deux types. Premièrement, une réforme du SMIC, à travers 3 modalités possibles. Repréciser les modalités de revalorisation automatique. Donc ça, actuellement, il y a une formule en fait qui détermine cela. Deuxièmement, supprimer tout ou partie des termes de la revalorisation automatique. Et troisièmement, indexer automatiquement le SMIC sur la moyenne des évolutions à minima, des minima salariaux d'un panel de branches considérées comme plutôt bonnes en fait en matière de négociation collective. Et du coup, sur ce point qui est celui un peu qui est le plus mis en avant en ce moment dans le débat, on peut mettre en avant 3 critiques. 3 critiques. La première, c'est qu'on peut se demander dans quelle mesure les branches vertueuses, considérées comme vertueuses, le seraient-elles finalement autant si l'augmentation du SMIC ne prévalait pas. Il y a un certain nombre de branches qui finalement abordent une négociation un peu dynamique, accordent des augmentations un peu plus fortes parce qu'elles savent que derrière le SMIC va augmenter. Deuxièmement, les branches vertueuses aujourd'hui ne le seront peut-être plus à l'avenir. Et du coup, ça pose la question de quelle branche on considère pour servir un peu de panel de référence, avec potentiellement derrière des effets de structure. Donc là, c'est pas très clair et je pense qu'il y a quand même des choses à voir. Et troisièmement, la logique de maintien du pouvoir d'achat, qui est quand même aujourd'hui contenu dans les mécanismes de revalorisation du SMIC, pour les plus modestes, ne serait plus garantie. Deuxième axe, c'est d'autoriser donc les jeunes entreprises à déroger aux accords de branche. Donc une jeune entreprise, c'est plutôt une petite ou moyenne entreprise, par définition. Donc là, ce qu'on peut regarder, en fait, c'est en matière de négociation collective, on s'aperçoit que en fait, il y a 47% des entreprises qui ne négocient pas, quel que soit le sujet considéré, pas seulement les salaires. 47% des entreprises qui ne négocient pas, en fait, se contentent d'appliquer l'accord de branche. Et donc, ce que l'on notera simplement sur la question des salaires, c'est que les accords de branche ne règlent que la question des minima et pas l'ensemble de la grille salariale. Donc, que la question des minima. Deuxièmement, au niveau cette fois de la négociation d'entreprise, on constate qu'il y a un manque de négociation qui est surtout concentré sur les PME, puisque 10% des entreprises de 10 salariés ou plus négocient sur les salaires et les primes. Donc, on voit bien en fait le problème, c'est que aujourd'hui, si on déroge aux accords de branche, il n'y a pas plus. Enfin, c'est pas parce qu'on va négocier plus dans les entreprises. Et donc la question qui vient de suite, c'est le gouvernement prévoit-il de renforcer la négociation collective dans les petites entreprises? Et là, en fait, on peut avoir quelques doutes puisque le projet de simplification actuel prévoit plutôt une réforme des seuils et ne va pas trop dans ce sens-là. Merci Antoine, à la fois pour cette présentation de l'existant et puis cette mise en perspective avec quelques projets de réforme qui, je pense, vont alimenter le débat de nos invités. Donc j'invite maintenant Sophie Binet, Pierre Ferracci, François Omril à prendre place pour débattre du pouvoir d'achat en 2024.
Sophie Binet, François Omril, bonjour. Bonjour. Antoine Raymond vient de résumer l'étude qui vous a été transmise, qui porte sur un échantillon de 421 entreprises et leur politique salariale. Les enseignements qu'on peut en tirer sont assez simples si on regarde ce qui s'est passé depuis 3 ans. Les augmentations pratiquées par les entreprises suivent l'inflation, mais à distance. Et on constate que les salariés ont perdu du pouvoir d'achat. Alors pour 2024, on a une moyenne qui se situe à 3,5%, avec une inflation que la Banque de France situe à 2,5 points, mais avec quelques vents contraires qui peuvent aussi modifier le trend de l'inflation. Enfin, en tout cas, si on regarde ce qui s'est passé depuis 3 ans, depuis que l'inflation a commencé à accélérer et à même galoper au cours de l'année 2022 et au début de l'année 2023, on voit que le pouvoir d'achat est en baisse. Donc la première question que je vous poserai, c'est comment vous interprétez le sujet et est-ce que le pouvoir d'achat est devenu aujourd'hui la première préoccupation des salariés dans les entreprises et donc des syndicats qui les représentent? Sophie? Oui, bien sûr, puisque pour nous, l'enseignement des négociations, c'est 4 grands points d'alerte. Le premier point, c'est que les salaires en euros constants baissent, puisqu'ils augmentent moins que l'inflation. Le deuxième point, c'est qu'il y a de plus en plus d'augmentations individuelles versus augmentations collectives. Donc on a une individualisation de la rémunération qui est d'ailleurs très nuisible pour l'égalité entre les femmes et les hommes et qui augmente la dispersion des salaires. Le troisième point d'alerte, c'est que cette baisse des salaires, elle accentue le tassement des rémunérations et des qualifications, puisque le niveau des salaires est protégé par le SMIC. Heureusement qu'on a le SMIC, il faudra qu'on y revienne aussi d'ailleurs, puisque certains dans la Macronie ont la très bonne idée maintenant de s'attaquer au SMIC. Et donc, il y a le SMIC augmente à peu près avec l'inflation et il y a un tassement des autres rémunérations. Et puis le quatrième point d'alerte, c'est la désocialisation de la rémunération à travers tout un certain nombre de dispositifs que le gouvernement développe, notamment la prime de partage de la valeur, qui sont des dispositifs qui sont non cotisés et qui font qu'on a du salaire net, mais pas de salaire brut. Or, c'est important de le rappeler, le salaire brut, c'est pour la fin du mois, le salaire brut, c'est pour toute la vie. Et donc, ces dispositifs creusent le déficit de nos systèmes de protection sociale, le chômage, les retraites. C'est très dangereux à moyen-long terme. Moi, je partage tout ce que vient de dire Sophie. Je vais rajouter 3 choses. D'abord, il faut faire la distinction entre l'augmentation générale et l'augmentation individuelle. C'est très clair. L'augmentation qui doit maintenir le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation générale. L'augmentation individuelle, c'est la promotion dans la carrière. Elle doit faire augmenter le pouvoir d'achat. Il faut arrêter de dire, oui, mais globalement, les gens... C'est pas vrai, en fait. Le maintien de la grille de rémunération, c'est l'augmentation générale. On ne peut pas considérer que l'individualisation de l'augmentation va régler le problème du pouvoir d'achat. Au contraire, elle l'aggrave. La deuxième chose, c'est que le pouvoir d'achat, la difficulté, la perte de pouvoir d'achat, dont on a beaucoup parlé depuis 2 ans, elle a été révélée par une inflation très forte. Mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'en fait, c'est un phénomène continu qui est à l'œuvre depuis presque 30 ans. Il est très facile à objectiver avec, par exemple, la fonction publique. Le point d'indice, normalement, aurait dû suivre l'inflation. Voilà, c'est logique pour que la grille soit maintenue. Or, en fait, le point d'indice de la fonction publique, il a perdu, suivant comment on le considère, à peu près entre 30 et 40% de pouvoir d'achat. C'est absolument colossal. Et ça génère des problèmes aujourd'hui insurmontables. Des problèmes de recrutement, des problèmes de difficulté de travailler, etc. Donc ça, tout d'un coup, ça a surgi. Et on a eu quand même, il faut dire, avec une certaine arrogance, des membres du gouvernement qui disaient bah, regardez, cette année, on augmente le point d'indice, on ne l'a jamais fait de ce niveau-là depuis 20 ans. Et ça n'a pas de sens, ce genre de discours-là. Il faut regarder la situation telle qu'elle est. Alors pourquoi je parle beaucoup du point d'indice des fonctionnaires? Parce que là, on a d'abord sur une population extrêmement importante, de l'ordre de 5 millions de personnes, on a l'illustration d'un phénomène qui finalement s'est répandu dans l'ensemble des entreprises à des degrés divers. Mais là, on en a la démonstration totalement objectivée. Il y a un troisième point, et pour finir, c'est qu'il faut évidemment mettre toutes ces questions de pouvoir d'achat en regard de ce qui est devenu aujourd'hui la charge de logement pour pratiquement la moitié de la population française qui travaille dans des environnements urbains, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Et pour qui la charge de logement
a pratiquement doublé, voire triplé en une vingtaine d'années. Donc tout ça mis bout à bout, oui, à l'évidence, la population qui travaille aujourd'hui s'est très largement appauvrie, et ce ne sont pas les chiffres que l'on a, sur lesquels le patronat s'est beaucoup vanté ces 2 dernières années, ce n'est pas les chiffres qu'on a enregistrés dans les négociations qui va régler le problème. Le problème de fond, il demeure. Les patrons d'entreprise et le gouvernement vous diront que depuis 2-3 ans maintenant, en tout cas depuis la pandémie, la productivité dans les entreprises régresse. Et qu'à partir de là, ils ne peuvent pas suivre l'inflation aussi facilement que ça, même si d'autres reconnaissent effectivement, comme vous le dites tous les deux, que le partage de la valeur depuis quelques années s'est fait au détriment des salariés et que cette perte du pouvoir d'achat, elle n'est pas née depuis 2 ans. Par rapport à ce problème de productivité, qui renvoie à mon avis à des enjeux importants pour les salariés, le rapport au travail, le rapport aux conditions de travail, le rapport au sens du travail, enfin tous les débats qu'on a eus dans la dernière période et que le gouvernement d'ailleurs estompe aujourd'hui à toute vitesse. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Il y a un enjeu de productivité aujourd'hui où certains vont vous dire que la compétitivité de l'économie française est en jeu et qu'avec la dette publique à laquelle on doit faire face aujourd'hui, il faut que chacun fasse des efforts et des sacrifices. Si je peux répondre, qu'est-ce que c'est que la productivité? La productivité, ça peut être 2 choses. Ça peut être la vitesse avec laquelle on creuse des trous et on les rebouche. Ça peut être ça. Hein, quelqu'un peut faire 10 trous par jour, les reboucher dans la même journée, et le lendemain, il en fait 20 et il les rebouche dans la même journée. Mais il n'a rien produit, en fait. Sa productivité, il peut prétendre qu'il l'a doublée. En fait, elle continue à être nulle. Le problème, c'est que la baisse de productivité, c'est le gouvernement qui la finance. Il y a cette étude de Bruno Coquet de l'OFCE qui est particulièrement claire et qui nous indique que par le financement des emplois peu qualifiés, quelque part, le gouvernement il a atteint son objectif. Il en a créé tellement d'emplois peu qualifiés qu'il n'arrive plus à les pourvoir. Et dans le même temps, les emplois qualifiés, ceux qui tirent l'économie vers le haut, la recherche, les emplois de haut niveau, en fait, il les diminue. Le résultat, c'est que les gens très qualifiés, ils s'expatrient pour beaucoup. C'est un point très très sensible sur lequel on porte l'attention du gouvernement depuis des années. Il nous dit oui, vous avez raison, il ne fait rien. Au contraire, il fait pire. Dans la dernière coupe budgétaire, on supprime 904 millions d'euros de crédits pour la recherche, ce qui est vraiment insensé dans un pays, la France, qui n'a que 2 et quelques % de son PIB en recherche, là où l'Allemagne est à 3,2, la Corée du Sud est à 4,5. Or, qu'est-ce que c'est que la productivité réelle, pour le coup? C'est-à-dire la capacité d'une population tout entière à générer du revenu, du PIB, de la prospérité. C'est forcément une économie qui est tirée vers le haut par des emplois très qualifiés. Ce n'est pas du tout ce que fait le gouvernement. En vérité, c'est l'inverse. Sur la productivité, moi je partage. Je pense que ça vaudrait le coup d'avoir un vrai débat économique sur la productivité. En fait, quand on parle à des économistes, on voit qu'environ 1/3 de cette baisse de la productivité serait expliquée par la question de l'apprentissage, par le fait qu'on a augmenté considérablement le nombre d'apprentis avec un coût conséquent. Là, pour le coup, ça coûte un pognon de dingue parce que c'est au moins 10 milliards d'euros d'argent public qui servent à financer l'apprentissage. Ils sont inclus dans les chiffres de productivité, ça la fait baisser mécaniquement. Ensuite, sur le reste, le problème, c'est l'alerte rouge sur la formation initiale, formation continue. Et là, il y a eu malheureusement des réformes de la formation professionnelle qui ont fait plonger l'investissement dans la formation professionnelle des entreprises. Auparavant, c'était 1,6% de la masse salariale l'obligation. Maintenant, c'est seulement 1. Et les grandes entreprises ont fait baisser leur investissement dans la formation professionnelle, ce qui est une aberration totale au moment où on a 2 ruptures majeures à appréhender. La première, c'est la rupture technologique avec l'intelligence artificielle. Et puis la deuxième, c'est l'enjeu majeur de la transformation environnementale de notre tissu productif pour lequel il faut être formé. Et puis le point d'inquiétude sur formation-qualification, c'est effectivement la baisse des budgets publics en matière d'enseignement scolaire et en matière de recherche. L'état de nos universités est calamiteux, honteux, enfin les mots me manquent. Et pareil, c'est un grand absent du débat public alors que c'est une catastrophe française l'état des universités, que ça ne coûterait pas si cher de les remettre à niveau et que c'est un investissement d'avenir indispensable pour le pays, l'économie du pays, et puis aussi pour les perspectives de notre jeunesse. Dans quelle situation on les met aujourd'hui? Alors je rajouterais sur la productivité un autre élément, c'est que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est que l'intensification du travail qui s'est produite dans la dernière période, dans certaines entreprises pour compenser peut-être la baisse du temps de travail,
se traduit par des effets négatifs sur la santé des salariés, et ça peut avoir aussi des répercussions sur leur productivité. Et je pense que le gouvernement qui est obsédé par le plein emploi aujourd'hui, on pourrait tous l'être, mais qui sous-estime la question du travail, il ferait bien de se pencher sur ces questions, parce que si on développe l'emploi sans traiter ces questions-là, je pense que le retard qu'on prend aujourd'hui sur certains pays en termes de productivité va s'accentuer. Donc il faut traiter la question du travail en même temps qu'on traite la question de l'emploi, et ne pas viser un plein d'emploi au détriment des conditions de travail et de l'appétit que peuvent avoir les salariés pour le travail qu'ils font. Ils ont beau être consciencieux, quand les conditions se dégradent, ils peuvent aussi être un peu plus éloignés du travail qu'on Tout à fait. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi interroger cet indicateur de productivité sur deux aspects. On sait que la productivité, elle peut conduire à une dégradation des conditions de travail, parce que de plus en plus aujourd'hui, avec le lean management, on tue tout ce qui est temps mort, entre guillemets, le temps non strictement productif. Et puis les individus qui se retrouvent à plus être aussi productifs que les autres sont tout de suite éjectés. On pense notamment aux seniors, mais pas que, à tous les autres, alors que le travail a une dimension sociale qui est extrêmement importante. Et puis l'autre aspect, c'est comment on évalue la productivité. Dans les métiers du soin et du lien, par exemple, la productivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de patients qu'on va voir en 1 heure. Ça, c'est l'inverse de la productivité. Ça s'appelle mal travailler. Donc il y a des secteurs dans lesquels il faut être plus productif en termes de bien-être, de lien social, et donc justement prendre son temps pour pouvoir bien travailler, et où la productivité financière alignée sur le Wall Street Management, le management par les coûts, et donc l'objectif d'avoir un travail toujours plus productif pour les actionnaires doit être interrogé. Donc moi j'ai envie de dire, productif pourquoi? Si c'est être productif pour les actionnaires, c'est sans nous. Si c'est être productif pour la société, là oui, et dans ce cas-là, il faut investir massivement dans les qualifications. Moi je veux rajouter quelque chose, c'est que les commentateurs de l'économie, ceux qui squattent les plateaux pour dire beaucoup de bêtises, appartiennent à cette population qui chérissent les causes et se lamentent des effets, en fait. Parce que finalement, cette baisse de la productivité, c'est un déficit d'investissement. La productivité, c'est la conséquence de l'investissement, d'un double investissement. Un investissement physique, financier, dans des installations, dans des organisations, dans des structures. Sophie l'a signalé, elle a parlé de l'université, mais on pourrait parler aussi de l'industrie, de tout un tas de domaines. J'ai parlé de la recherche. Eh bien, c'est de l'investissement, public ou non, dans des structures qui permettent d'augmenter le niveau de qualification, de l'exercice des métiers, et donc, de fait, sur la valeur des emplois. Mais c'est aussi l'investissement individuel. On a parlé tout à l'heure des salaires. L'investissement individuel dans une carrière, dans un projet, quand même, c'est un effort. C'est un effort pour se former, c'est un effort pour prendre des responsabilités. Si cet effort n'est pas rémunéré, si en fait on n'a que des problèmes, que des soucis, des risques psychosociaux, et qu'au final au niveau du salaire, finalement on n'est pas mieux traité, au contraire on travaille plus, on a plus de soucis, eh bien on ne s'investit pas. Et si on ne s'investit pas individuellement, collectivement, c'est l'ensemble du groupe qui n'avance plus. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et les mêmes qui se félicitent que les groupes du CAC 40 aient racheté pour 30 milliards d'actions cette année, c'est-à-dire 30 milliards jetés au milieu de la table, auquel on a mis le feu. Et dans le même temps, Bruno Le Maire qui se lamente et qui dit, je coupe 10 milliards de crédits, mais il m'en faudra 20 de plus, 30 milliards. Tiens, c'est marrant, ça colle. C'est-à-dire que l'argent qu'on donne aux entreprises et qui, par compression de la chaîne de valeur, vont le transformer en dividende et en rachat d'actions, vont le brûler d'une certaine façon, ils disent « mais j'en ai pas assez, on trouve ça super ». Et d'un autre côté, là où l'État devrait investir, il n'investit pas. Donc on est vraiment dans une forme de paradoxe, et on ne peut pas se plaindre aujourd'hui de quelque chose qui est la conséquence inévitable de la politique nihiliste, dite politique de l'offre, à tort, par Bruno Le Maire, qui est menée par le gouvernement. Alors, je reviens sur la question des salaires. François Omry, il évoquait le fait que les augmentations générales sont là pour couvrir les problèmes d'inflation et assurer le maintien du pouvoir d'achat. Il y a au moins un mérite à la période qu'on vient de connaître, la période inflationniste, c'est qu'on a retrouvé le goût des augmentations générales, et du côté des salariés et du côté des syndicats, même si elles n'ont pas comblé totalement le taux d'inflation qu'on avait en face. Est-ce que ça va durer? Parce qu'on l'avait eu dans la dernière période, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, des augmentations individuelles qui prenaient assez régulièrement le pas sur les augmentations générales. Est-ce que cet élan d'augmentation générale lié forcément au phénomène inflationniste ne va pas ramener un petit peu le curseur sur ce terrain-là et éviter qu'il y ait ces dérives en matière d'augmentation individuelle? Et plus largement, et je reviendrai ensuite sur la question du partage de la valeur, compris au sens où on l'a traduite dans l'accord interprofessionnel de l'an dernier,
est-ce que par ailleurs, il ne va pas y avoir le développement, à contrario, de dispositifs du type prime de partage de la valeur ou intéressement et participation qui vont continuer à se substituer à des augmentations de salaire couvrant à la fois l'inflation et puis couvrant également les promotions et l'évolution des qualifications. Est-ce que ce n'est pas le retour des augmentations générales qu'on a connues dans cette dernière période et qui peut durer dans la période à venir? J'aimerais bien, mais malheureusement, votre étude, elle ne montre pas ça, puisqu'elle montre que les augmentations générales, elles baissent là, alors même que l'inflation n'est pas finie et qu'on n'a pas rattrapé les conséquences. Et qu'elles ne sont pas compensées par les augmentations individuelles non plus. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est là ce qui se passe. On nous dit soi-disant maintenant c'est bon, on est à peu près au niveau de l'inflation. Donc un, c'est pas vrai. Et deux, surtout, on n'a pas rattrapé tout le retard pris. Parce que quand même, ce qu'on nous avait promis, c'est un mauvais moment à passer, ça va s'améliorer, etc. Là, pas du tout. Il y a eu une perte sèche de pouvoir d'achat pour la quasi-totalité des salariés du pays. C'est assez inédit depuis les années 70 qu'il y ait une perte collective de pouvoir d'achat, une baisse de niveau de vie quand même. C'est ça que ça veut dire. Quand, dans le même temps, la bourse débouche le champagne tous les jours et atteint des niveaux records avec 100 milliards qui sont distribués aux actionnaires du CAC 40 cette année. Donc on voit qu'il y a un vrai problème de partage de la valeur et que c'est un problème économique, parce que c'est de l'argent qui part en fumée et qui ne va pas dans l'investissement dans les entreprises. C'est un problème social, parce que ça veut dire moins d'argent pour les salaires. Et c'est un problème environnemental, parce qu'on sait que ce sont ceux qui sont les plus riches qui polluent le plus. Pour finir, en fait, ce qui est perturbant, c'est que on a l'impression que la France est en train de devenir le paradis des rentiers et des bas salaires. Ce qui était quand même le modèle américain est en train de s'importer en France, où la France maintenant est un pays de bas salaire et un pays de rentiers, avec on est le pays qui compte le plus de millionnaires. L'homme le plus riche du monde, un mois sur deux, est français, parce que ça bouge beaucoup. Comme la richesse augmente beaucoup en face, voilà, les classements ne tiennent pas. Il y a un vrai challenge de ce côté-là. Et donc, c'est aussi le modèle français qui est en train d'être remis en cause à travers, ça se fait pas tout seul, c'est des changements de rapport de force en profondeur dans les entreprises au niveau national interpro qui font que le rapport de force est très défavorable aux salariés actuellement. Alors, quand j'évoquais le retour des augmentations générales, c'est une façon aussi de tendre la perche aux syndicats. Peut-être aussi pour faire du pouvoir d'achat une revendication essentielle, ce qui n'est pas toujours facile, parce que le rapport de force était un petit peu plus favorable ces derniers temps vu l'évolution du marché du travail, mais le marché du travail se dégrade là, au début de l'année 2024, mais c'est peut-être aussi faire du pouvoir d'achat quelque chose d'essentiel dans la démarche des syndicats. Et là, je vous interpelle aussi, il vous est arrivé de signer des accords ensemble, de ne pas signer ensemble certains accords, mais sur l'accord de l'an dernier sur le partage de la valeur, vous êtes, la CFE-CGC l'a signé, la CGT ne l'a pas signé. Qu'est-ce qui était reproché à cet accord par la CGT? Le fait qu'il ne s'intéresse pas suffisamment au salaire par rapport aux enjeux d'intéressement, de participation ou de prime de partage de la valeur. C'est ça, on avait envie de dire hors sujet. Le sujet, c'est les salaires et on ne peut pas accepter que les augmentations se déportent sur la part variable de la rémunération au sens large, l'intéressement, la participation et des dispositifs qui globalement sont désocialisés et ne permettent pas d'acquérir des droits sociaux, alors que le sujet, c'est la question des salaires. Cet accord est un hors sujet et d'ailleurs, s'il avait répondu au problème, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La situation actuelle, elle montre que cet accord n'était pas à la hauteur. Oui, je confirme, l'accord est faible, certes. Nous, on l'a signé parce qu'il faut quand même qu'on en signe certains. Sinon, ce serait donner une mauvaise image du paritarisme, mais on souhaite quand même pouvoir le soutenir. Pour le coup, cet accord, dans notre analyse, se distingue un peu de d'autres qu'il y a eu à la même période, notamment celui sur les questions environnementales. C'est qu'il y a eu, pour le coup, une vraie négociation, certes à minima, mais au final, il y a eu quelques avancées dans cet accord, comme la généralisation de l'intéressement, deux ou trois dispositifs dont il était difficile pour nous de se désolidariser dans la mesure où dans la négociation, on en a poussé certains. Après, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'on est très très loin du compte et que notamment cette invention drôlatique et la prime de partage de la valeur vient finalement un peu bloquer le système. Parce qu'une prime, par définition, ça crée un effet report négatif, ça n'est pas reproductible et en plus, elle est totalement désocialisée. Donc ça, c'est pas bon. On considère, nous, parce qu'on lit aussi la littérature économique, mais nous, on la comprend, ce qui n'est pas le cas du gouvernement, et on sait que tout ce qui est de nature à l'incitation aux heures supplémentaires ou des dispositions de nature équivalente doivent coûter plus cher que le travail normal. Là,
on est dans un dispositif à peu près inverse, où on défiscalise, où on désocialise, ce qui normalement devrait contribuer à l'ensemble de la pyramide sociale et fiscale, plus que le reste du salaire. Donc on est un peu, on va dire, à l'envers, en fait, hein, d'un dispositif logique. On va être quand même extrêmement attentif à voir comment les dispositifs vont évoluer, parce que nous, on considère que dans la partie, c'est un sujet d'ailleurs qui est abordé souvent, désocialisation, exonération en fait de cotisation, le gouvernement est allé évidemment beaucoup trop loin et qu'il a créé les conditions du renversement en fait de la conjoncture économique. Mais ça, c'est un point de débat et c'est un point sur lequel nous, on aimerait que beaucoup plus d'experts se penchent et que surtout les commentateurs de plateau, ceux qui en général reproduisent les communiqués de presse du gouvernement sans chercher à les critiquer, s'intéressent un peu plus à ce débat économique nécessaire pour savoir si la politique très coûteuse menée par le gouvernement a vraiment un effet économique positif. Nous, on pense que non, justement. Et pour le coup, si on arrivait à renverser un peu la tendance sur ces questions-là, qui sont des questions pour partie théoriques, je crois qu'on ouvrirait d'autres champs d'investigation sur les moyens par lesquels on peut effectivement partager la valeur. Le problème, c'est que c'est ça. On est bloqué aujourd'hui dans une idéologie qui veut que la rémunération soit un coût compressible pour l'entreprise. Nous, on pense l'inverse. Sophie l'évoquait tout à l'heure. On pense qu'au contraire, la présence des salariés, c'est une valeur pour l'entreprise et qu'il ne faut pas chercher à la comprimer. Entre parenthèses, un économiste comme Jean-Hervé Lorenzi, qui est le président des rencontres économiques d'Aix, a écrit dans les Échos récemment qu'il y avait effectivement un problème dans le partage salaire-profit. Bon, c'est un économiste de tendance plutôt libérale, donc certains le reconnaissent également. Il faut peut-être creuser cette piste-là. Pour revenir au dispositif de prime de partage de la valeur, il y a une inquiétude qui est soulignée d'ailleurs par l'étude qu'Antoine Raymond a présentée tout à l'heure. C'est qu'un accord d'intéressement avec les limites qu'on évoque en matière de protection sociale, par exemple, et de préparation de la suite, un accord d'intéressement doit être signé par les partenaires dans l'entreprise, les organisations syndicales et les directions. Une prime de partage de la valeur, elle peut être développée unilatéralement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque demain, avec le nouveau dispositif qui est en place depuis le 1er janvier 2024, qui est un peu moins intéressant pour les salariés, mais aussi pour les entreprises, qui a un effet de substitution et que plutôt que d'aller discuter avec les syndicats d'un accord d'intéressement qui est à renouveler, parce qu'il y en a qui arrivent régulièrement à renouvellement, mais on s'appuie de plus en plus sur ce dispositif de prime de partage de la valeur. Le risque existe. On a parfois l'impression qu'on a touché un peu le fond en cette matière-là. Mais il semblerait effectivement que le fond soit assez mouvant. Et le risque existe que l'utilisation des dispositifs existants mis à la disposition des entreprises soit contre-productif. C'est malheureusement le phénomène qu'on enregistre aujourd'hui. Mais je crois que sur ces questions-là, il faut faire un peu confiance aux acteurs de l'entreprise, pour le coup. Et là, j'ai un peu envie de mettre au même niveau les responsables, les chefs d'entreprise et les représentants du personnel, parce que je crois que et les uns et les autres, en tout cas les chefs d'entreprise aujourd'hui, ne sont pas forcément en situation positive, en bonne situation avec ce que fait le gouvernement. Le meilleur exemple, c'est le CSE, mais peut-être on y reviendra. Mais le gouvernement fait plein de choses par idéologie, dont on est en train de constater que même le patronat ne le demande pas, voire parfois le regrette. Donc c'est un peu aussi le paradoxe de notre époque. On va revenir sur la question des seuils, parce qu'affaiblir encore les IRP, c'est affaiblir les syndicats et donc le rapport de force entre les deux parties quand on parle de pouvoir d'achat et de négociation sur des accords d'intéressement ou sur les salaires. Je reviens sur un autre risque qu'on a évoqué très rapidement. Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, a évoqué la smicardisation de la France et la réforme qui est évoquée pour éviter ce phénomène, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on y mette tous la même chose. On va réformer le SMIC et on va notamment réformer les modalités de revalorisation automatique du SMIC, qui est quand même un élément important pour les catégories les plus modestes et un élément important dans les branches où il n'y a pas beaucoup de négociations et il n'y a pas beaucoup de protection pour les salariés. Derrière tout ça, on évoque aussi la possibilité pour certaines entreprises, des start-up, qui bien entendu n'ont pas besoin de dialogue social et de négociation, selon certains, de s'affranchir des conventions collectives et d'être un peu plus libres de leur mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là de continuer à mettre en cause le pouvoir d'achat, et en tout cas le pouvoir d'achat des catégories les plus modestes, tout en disant qu'on veut désmicardiser la France, quoi. Enfin, c'est un langage qui, je pense, a un peu de mal à être compris par les salariés à la base,
Mais on voit effectivement que le gouvernement avance tranquillement sur ce terrain-là. Sophie. C'est très grave. Ça s'appelle la médecine des médecins de Molière. C'est la saignée des médecins de Molière qui, pour soigner un malade, lui font un remède qui accentue sa maladie. Si on veut désmicardiser la France, il y a une solution toute simple. Ça s'appelle l'indexation des salaires sur les prix, l'échelle mobile des salaires. Ça existait en France jusqu'à 1982. Ça marchait très bien. Ça marche en Belgique et au Luxembourg. Et dans ces pays, les salaires ne se sont pas effondrés comme en France avec un maintien de la rémunération des qualifications. Le Premier ministre nous dit juste qu'il veut désmicardiser la France, il ne nous dit rien de plus. Mais nous, ce qui nous inquiète fortement, c'est tous les poissons pilotes du gouvernement, entre le député du Liechtenstein, Marc Ferracci, qui visiblement ne connaît pas bien la France, parce que... Ça va, je l'attendais. Oui, mais s'il s'intéressait un peu plus à ses administrés qui travaillent au Liechtenstein, en Suisse ou au Luxembourg, il verrait que les salaires sont bien plus élevés qu'en France, et donc il faut élever les salaires. Et puis un certain nombre d'économistes, notamment Gilles Berset, qui était président du comité des experts de la non-augmentation du SMIC, qui, avant de partir pour aller s'installer au corps, a fait un magnifique rapport pour expliquer qu'il fallait désindexer le SMIC. Et donc, ça serait des solutions catastrophiques, parce qu'aujourd'hui, le SMIC, c'est la seule protection qu'ont les salariés français face à l'effondrement de leur pouvoir d'achat. Et le gouvernement veut s'y attaquer en revoyant les mécanismes du SMIC et puis en permettant à de nombreuses petites entreprises d'échapper aux conventions collectives. Alors, ce qui est lancé, c'est de dire qu'il faut que les startups, pendant 5 ans, puissent choisir ou pas de s'affilier à une convention collective. Mais c'est quoi ce truc-là, ce menu à la carte? C'est comme si les nouveaux contribuables, pendant 5 ans, choisissaient ou non de payer des impôts. Non, ça ne marche pas comme ça, le droit français. Évidemment, on imagine les effets d'aubaine massifs de grandes entreprises qui déjà passent leur temps à créer des filiales, etc., et qui pourraient comme ça créer des startups pour s'exonérer du droit social. C'est l'organisation du dumping social, et puis c'est le sacrifice de tous les salariés qui sont dans les petites entreprises. Aujourd'hui déjà, il y a un fossé entre les salariés des petites entreprises et les grandes. On le voit en matière salariale parce que votre étude, elle montre que les salaires augmentent moins que l'inflation, mais c'est les endroits dans lesquels il y a des accords. Le problème, c'est tous les endroits dans lesquels il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas de syndicat. Là, c'est la catastrophe. Et ces salariés-là n'ont que les conventions collectives pour se protéger. Et la belle proposition du gouvernement, c'est de leur supprimer les conventions collectives. Il faut arrêter de se moquer du monde. En précisant par ailleurs que les conventions collectives définissent le minima, c'est-à-dire qu'elles ne règlent pas tous les problèmes de politique salariale. Mais il y a effectivement ce plancher qui est assuré. Bon, je vais éviter de répondre aux députés des Français de Suisse, mais je partage le point de vue qui a été exprimé. Il y a un autre sujet qui revient sur ce terrain de la smicardisation. Quand le gouvernement procède à des exonérations de charges, il concentre ces exonérations sur les bas salaires. Et d'ailleurs, même Louis Gallois récemment s'est interrogé sur la pertinence de supprimer des exonérations. Je n'ouvre pas le débat sur les exonérations, hein, on l'a à peine abordé, mais en tout cas les concentrer sur les bas salaires, c'est peut-être jouer l'emploi à court terme. C'est par contre ne pas jouer la réindustrialisation, l'élévation des qualifications à long terme. C'est une politique à courte vue, dont on a vu d'ailleurs qu'elle avait des limites depuis quelques années. C'est pourtant la voie que suit le gouvernement pour développer sans doute le plein emploi au détriment du travail et au détriment du travail qualifié. En fait, il n'y a qu'une seule phrase pour qualifier l'orientation politique du gouvernement, c'est appauvrir les Français. Voilà, c'est simple. La mission... la seule ligne du gouvernement Attal, c'est continuer le travail, finir le travail, appauvrir définitivement les Français. Et on peut le schématiser très bien. Michael Zemmour l'a très bien fait dans un interview récent sur un plateau. C'est pour ça qu'ils font les choses dans l'ordre. D'abord, on appauvrit un peu plus les chômeurs, hein, puisqu'évidemment, il faut que le travail paye un peu plus que le chômage. Et comme, à force d'avoir appauvri les Français, ils commencent à se rapprocher du niveau de vie, avec un petit delta quand même, hein, il y a la prime à l'emploi, etc., tout un tas de dispositifs, mais pour eux, c'est pas assez. Donc il faut continuer à tirer l'échelle vers le bas. Donc on appauvrit bien les chômeurs, on fait la dégressivité pour ces chômeurs qui sont
royalement indemnisés parce qu'ils ont cotisé toute leur vie et ils se retrouvent cadres privés d'emploi à 55 ans, et bien à ce moment-là, les droits qu'ils ont, on leur supprime, en tout cas on le diminue, pour les forcer à reprendre un emploi moins qualifié que leur qualification acquise tout au long de leur carrière. Dispositif absolument scandaleux, révoltant. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Gabriel Attal nous dit benoîtement, on songe peut-être à étendre un peu le dispositif, voire à le durcir. Il a un discours totalement inverse que celui qu'il prônait par ailleurs dans son ancien gouvernement au nom de la contracyclicité, etc. Donc on est dans le paradoxe permanent, mais en vérité ce paradoxe dans le discours cache une seule volonté: appauvrir les Français. Donc commencer par appauvrir les chômeurs et puis après tirer vers le bas les bas salaires. On connaît bien le mécanisme qui a été à l'œuvre, c'est que ne pouvant pas attaquer le SMIC qui était revalorisé automatiquement, eh bien en fait l'emprise elle a été posée sur les échelons intermédiaires, sur les classes moyennes suivant la branche économique, inférieure, supérieure, peu importe. C'est là que s'est concentrée la plus forte proportion de baisse de pouvoir d'achat. Mais maintenant, ce mécanisme arrive un peu aux limites. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appauvrit les chômeurs et on appauvrit les salariés qui ont les plus basses rémunérations, c'est-à-dire du niveau du SMIC. Très clairement, c'est le projet du gouvernement Attal. En fait, la politique du gouvernement, c'est Robin des Bois à l'envers. C'est on prend aux pauvres pour donner aux riches. Et donc, on baisse les services publics, on baisse la protection sociale globalement, les droits sociaux. Et par contre, ce qui explose, c'est les aides publiques aux entreprises, puisqu'on atteint un tiers du budget de l'État. C'est quand même 200 milliards par an. C'est énorme. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux patrons, c'est on peut vous aider à décrocher. Hein. Ça se soigne. Là, aujourd'hui, les aides publiques pour les patrons en France, c'est une drogue dure. Donc, il faut faire quelque chose. Il est encore temps, mais il faut réagir. Ça va être difficile pour eux de s'habituer à... De se sevrer, oui, fait. Bien sûr, mais il y a des soignants pour ça. Et d'ailleurs, il faut justement qu'ils se sevrent pour que les soignants aient plus de moyens pour pouvoir travailler, ça serait bien. Bon, ça veut dire que vous êtes dans un mur, parce que j'ai entendu récemment le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, mais relayé par Gabriel Attal, qui dit on doit avoir un modèle social plus efficace et moins coûteux. Bruno Le Maire, c'était encore plus explicite, puisqu'il disait de façon un peu humoristique, mais tout le monde a compris où il voulait aller, on est en plein emploi aujourd'hui, avec 7,5% de chômeurs, si on garde le modèle social actuel. Sous-entendu, si on veut descendre vers les 4 ou 5% de chômeurs qui caractérisent, selon certains économistes, le plein emploi, il faut s'occuper du modèle social. Et on voit bien qu'ils essaient de s'en occuper. Bon, il y a l'assurance chômage qui est à nouveau en discussion du côté du gouvernement, après la position qui a été prise par les partenaires sociaux. On voit bien que dans le pays, la seule façon qu'on a trouvé de relever le taux d'emploi des seniors, à partir de 55 ans, je n'ouvre pas le débat sur l'âge de la retraite, c'est soit de rogner sur leur retraite et de leur demander de travailler plus longtemps, soit de baisser les indemnités de chômage qui touchent cette catégorie de la population. J'ai souvent rappelé qu'en Finlande, quand on avait aussi, et là aussi je n'ouvre pas le débat, décalé l'âge de départ à la retraite de 2 ans, on avait fait un grand débat national autour du travail des seniors, enfin du travail en général, et pas seulement des seniors, mais notamment des seniors. Et on avait dit en gros à l'ensemble de la population, on va demander un peu plus d'efforts à nos anciens, il faut aménager leurs conditions de travail, il faut que les fins de carrière professionnelle soient plus tranquilles, et ça avait été un vrai débat entre les partenaires sociaux pendant 4 ou 5 ans avec le gouvernement de légiférer. Bon, il a aussi décalé l'âge légal de 2 ans, mais en tout cas la question du travail a été posée. Bon, ici, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la question du travail qui a été pourtant largement soulevée pendant le débat sur les retraites, qui a fait l'objet d'ateliers auxquels ont participé les organisations syndicales, patronales et le gouvernement, mais on a l'impression qu'elle est déjà derrière nous et qu'on repasse immédiatement à des enjeux de réduction de coûts, de suppression de tel ou tel acquis du modèle social. Donc ça va être une difficulté pour vous et la façon de réagir va être importante. Alors, il y a eu le débat sur les retraites qui s'est traduit par une intersyndicale qui a légitimé un peu le mouvement syndical aux yeux de l'opinion, même si elle n'a pas abouti aux objectifs que vous souhaitiez. Comment vous allez prendre le sujet ? Il y a effectivement un enjeu de modèle social aujourd'hui qui dépasse même la question du pouvoir d'achat et du rapport à l'inflation aujourd'hui. Qui commence ? Vas-y. Moi, plusieurs choses. D'abord, ce que ensemble Bruno Le Maire et Gabriel Attal pensent de notre modèle social, ça n'intéresse personne. Absolument personne.
Leur démarche, on l'a dit, on l'a, je crois, assez bien démontré, est totalement idéologique. Elle mène la France dans le mur, dans la paupérisation. J'oserais dire, compte tenu de la gravité de leurs options, et notamment ce dernier plan de réduction de coûts budgétaires de 10 milliards, elle nous mène directement à une forme de tiers-mondisation, en fait. En fait, Bruno Le Maire veut transformer la France en une espèce de Bangladesh dans lequel on va se remettre à fabriquer des t-shirts à 3 €. En fait, c'est ça. Si on va au bout du système, tout au bout du système, c'est à peu près le projet de Bruno Le Maire, c'est-à-dire un projet de science-fiction totale, mais il est en train peut-être effectivement de commencer à le réaliser. Et venir nous dire aujourd'hui à nous, il faut s'attaquer au modèle social, c'est quand même un peu culotté. Quand on traîne comme des boulets, finalement, ces attaques au modèle social qu'ils ont fait de façon continue depuis qu'Emmanuel Macron est devenu le président de la République, voire même un petit peu avant, où il était aux affaires à Bercy, sous le mandat de François Hollande. Donc non, c'est juste la continuation d'une politique qui vise, comme on vient de le dire, voire de le démontrer, à appauvrir les Français pour enrichir une ultra-minorité. On ne comprend pas trop où ils sont allés chercher ce mandat-là. En tout cas, l'efficacité économique non seulement est nulle, mais c'est plutôt l'inverse. Alors on nous ressort le totem du taux d'emploi. Mais tout ça est très contestable en fait, parce qu'il y a ce chiffre un peu magique qui sort toutes les semaines, c'est plus 0,1, moins 0,2, etc. Enfin bref, mais qui ne tient pas compte du halo des personnes sans emploi. C'est presque plus de 4 millions de personnes. Des fois, suivant la sphère qu'on considère, ça peut être 5 millions, voire 6 millions. Donc tout ça ne change pas beaucoup. Et puis on oublie de dire qu'il y a la moitié des personnes qui sont... plus de la moitié des personnes sont sans emploi qui ne sont pas indemnisées de toute façon. Donc tous les discours qu'ils ont sur le sujet sont contredits par les études, en fait, en termes d'efficacité. Donc, et pour finir, puisque tu as évoqué la question sur l'emploi des seniors, à l'évidence, on a mis les choses à l'envers. Nous, ce qu'on avait dit, tous syndicats confondus d'ailleurs, il faut traiter de la question des seniors. Et il ne faut surtout pas décaler l'âge limite de départ. Il faut laisser aux gens le choix. Pourquoi? Pour une raison très très simple, mais que nous on connaît bien dans les entreprises. C'est que quand on arrive à la barrière des 60 ans, quand on dépasse les 55, 56, 58 ans, il y a finalement deux catégories de personnes dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont au bout du rouleau et qu'il faut qu'ils arrêtent de travailler en fait, parce que c'est leur santé qui est mise en jeu. Et puis il y a des gens qui disent, bah bon, moi je peux continuer, mais il faut qu'il y ait un intérêt en fait à continuer. Il faut qu'il y ait un intérêt. Et donc il faut traiter de ces deux sujets-là. C'est pas compliqué de le comprendre. Et donc, il faut avoir des dispositions adaptées pour ces deux publics. Les publics qui, parce qu'ils ne peuvent plus supporter leur travail physiquement, doivent partir, eh bien, il faut les faire partir dans de bonnes conditions, des conditions correctes qui feront qu'ils auront une vie correcte dans le temps qu'il leur reste à vivre. Et ceux qui disent ben, « moi je peux continuer à travailler », eh bien il faut leur faire des conditions incitatives, suffisamment incitatives pour que leur travail soit pris en compte, soit valorisé, qu'ils aient du plaisir, de l'intérêt et que l'entreprise tire profit de leur présence dans l'entreprise. C'est quand même pas compliqué de dire ça, c'est pas révolutionnaire. Eh bien le gouvernement, ça ne peut pas le comprendre. Il a mis les choses à l'envers, il a dit non, non, mais nous ce sera 64 ans et après on verra bien. Ben, en fait, on voit qu'en fait, c'est une catastrophe, tout simplement. On voit que le gouvernement mène une véritable guerre aux seniors. Je pense qu'il faut être clair dans la caractérisation. C'est dans un premier temps, on dit aux gens, oui, vous allez être forcés, on va vous forcer à travailler 2 ans de plus. Dans un deuxième temps, on ne fait rien contre les entreprises qui licencient des seniors à l'appel, parce que les seniors, il y en a beaucoup qui voudraient continuer à travailler, mais c'est les entreprises qui les sortent parce qu'elles refusent d'adapter les conditions de travail et qu'elles considèrent que leurs salaires sont trop élevés. Et puis, dans un troisième temps, là, ce que le gouvernement nous annonce, c'est que malgré cette double peine, on va rajouter une triple peine avec une remise en cause des allocations chômage des seniors. Et donc, évidemment que ces 3 ingrédients-là, ça ne va pas augmenter le taux d'emploi des seniors. Ce que ça va augmenter, c'est la précarité des seniors. On connaît le résultat de la réforme des retraites de 2010 qui a augmenté le nombre des seniors, le nombre de seniors pas en emploi et sans protection. Et donc ça veut dire des baisses de revenus immédiates dans des moments où on en a besoin, parce que quand on est en fin de carrière, on
a des enfants avec des études à payer et puis des aînés dont il faut payer la dépendance. Donc des baisses de revenus immédiates et puis des baisses de droits pour toute la retraite puisque ça va dégrader la carrière qui va être cotisée. Donc ça, c'est le grand scandale là de la pilule amère que veut nous imposer le gouvernement. Et puis ce qui sous-tend ça, c'est une attaque généralisée contre notre modèle social, notre modèle de protection sociale hérité du Conseil national de la résistance, où dans son interview, monsieur Le Maire a quand même le culot de dire qu'il veut reprendre définitivement la gestion directe de l'assurance chômage. Ben ça, c'est pas une petite question. C'est pas nous comme organisation syndicale, ça nous intéresse pas de gérer l'assurance chômage pour gérer l'assurance chômage. On n'est pas du tout dans les enjeux gestionnaires. Par contre, si c'est plus les syndicats et le patronat qui gèrent l'assurance chômage, ça change sa conception. Ça change sa conception sur deux aspects. D'abord sur le financement, puisque ce que le gouvernement a commencé par faire, ça a été supprimer la part salariale des cotisations sur le chômage. Donc déjà, c'est un problème, puisque les patrons nous le répètent assez régulièrement sur maintenant, on est les seuls à payer la cotisation chômage. Si l'État reprend la main, évidemment que les patrons ne voudront plus payer de cotisation chômage. Et donc, ça veut dire que le financement de l'assurance chômage reposera encore plus sur la CSG, sur l'impôt, et donc avec une augmentation du matraquage fiscal, on va dire. Et puis, le deuxième changement de conception qui va avec, c'est que quand on fait reposer le système de l'assurance chômage sur un financement par l'impôt, l'assurance chômage ne maintient plus le niveau de vie. L'assurance chômage se transforme en filet minimum de sécurité avec des allocations très faibles qui se rapprochent en gros de notre RSA actuel, qui vise juste à maintenir le strict minimum vital, mais pas à éviter, comme c'était le projet de la sécurité sociale, à couvrir face aux aléas de la vie et à maintenir le niveau de vie, y compris pour des cadres, à maintenir des allocations chômage proportionnelles au salaire précédent, y compris pour les cadres. Et je veux juste faire un focus sur les cadres. La question des cadres en matière de protection sociale, on a très souvent des discours misérabilistes ou avec des formes de justice sociale, soi-disant de justice sociale sur les cadres ont de trop fortes allocations chômage, ils ont des trop hautes retraites. Quand même, vous, à la CGT, vous devriez comprendre ça. Mais c'est complètement faux. C'est très dangereux. Pourquoi est-ce qu'en général, le patronat et le gouvernement veulent rogner sur les allocations chômage et le montant des retraites des cadres? Parce que comme ça crée un espace pour l'épargne retraite, pour les systèmes assurantiels et pour la capitalisation d'une façon générale. Et donc là, si l'État reprend la main sur l'assurance chômage, ça dégradera d'abord la situation des professions intermédiaires et des cadres, avec pour résultat de créer un boulevard pour le privé qui ne rêve que de ça. D'ailleurs, il y a une partie du patronat qui, on sait que les agences de placement, c'est un marché juteux, et donc ça développerait un secteur assurantiel pour le patronat et une nouvelle possibilité de spéculer. Donc c'est ça leur intérêt de la casse de l'assurance chômage, et c'est pour ça qu'il y a une partie du patronat qui aujourd'hui ne joue plus le jeu sur la défense de l'assurance chômage. J'adore ce complément et je partage totalement sur les cadres, bien entendu. Je voudrais rajouter un mot très court. Recherche du travail, c'est une activité à plein temps. Et au passage, plus on est qualifié, plus on va dire c'est complexe. Parce que les emplois qualifiés sont des fois loin du domicile, des fois on n'est pas mobile, etc. Il y a tout un tas de raisons. Chaque cas est un cas particulier. Et avec la culture des entreprises, plus on est âgé, plus c'est complexe également. Et chaque cas est un cas particulier, mais c'est une activité à temps plein. On dit souvent, c'est une bonne image, je trouve, qu'un pays pauvre, c'est un pays dans lequel on passe 3 heures le matin à chercher du bois pour faire du feu, pour se faire chauffer un café. C'est une bonne image, je trouve. Un chômeur qu'on appauvrit, c'est quelqu'un qui va passer quasiment tout son temps à chercher les moyens de subsister. En fait, il ne va plus chercher un emploi. Il va se déqualifier, il va se désocialiser, tout simplement. C'est ce que fait le gouvernement. Et ça, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Ça prouve une méconnaissance, une inculture, et finalement un mépris de ce que c'est que la réalité scientifique de la question du chômage, de l'indemnisation, du retour à l'emploi. Sujets qui sont traités par des gens qui ont des qualités académiques pour pouvoir les traiter. Il y a des publications sur le sujet, sur la motivation à retrouver un emploi versus le niveau d'indemnisation, etc. Le gouvernement méconnaît toutes ces données-là. C'est une politique qui est pensée au coin du bar, une politique populiste en fait. Et moi je trouve que c'est très très inquiétant qu'on en soit là aujourd'hui.
Alors pour conclure, je vais vous interroger sur un sujet qui est aussi d'actualité, en tout cas qui prépare une nouvelle loi qui devrait être présentée au Parlement avant l'été. Une loi d'ailleurs qui a un rapport au plein emploi, là aussi. C'est la question des moyens des institutions représentatives du personnel. Les ordonnances de 2017 ont affaibli le dialogue social. Tout le monde le sait aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Il y en a quelques-uns qui sont encore aveugles, mais ils sont peu nombreux. Il y a un chiffre d'ailleurs qui est assez net, qui vient d'être publié par la DARES, là où il y avait dans les entreprises de plus de 50 salariés 59% de CHSCT en 2017. Il n'y a plus aujourd'hui que 35% de commissions, puisque le CHSCT a disparu dans la fusion avec le comité d'entreprise. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans les entreprises de plus de 300 salariés, on est passé de 92% de CHSCT à 84% de commissions. Donc sur la question du travail justement et des conditions de travail, on a affaibli les moyens de défense. Il y a une autre façon d'affaiblir ces moyens de défense, c'est le rapport de force interne dont vous aurez besoin pour vous opposer à toutes ces réformes. C'est le relèvement des seuils qui est proposé aujourd'hui par le rapport dit Marguerite, du nom d'un autre député. Qui propose de faire passer en gros le seuil de 50 à 250. Alors c'est assez étrange d'ailleurs comme proposition parce que, à ma connaissance, et pour en avoir interrogé les dirigeants, le MEDEF ne propose rien là-dessus, enfin il n'est pas sur ce terrain-là. Et la CEPME, dont les propositions sont mises en avant sur le terrain de la simplification de la vie des entreprises, ne propose que le passage de 50 à 100, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand même. Bon, donc là, le rapport qui prépare sans doute le projet de loi veut établir ce seuil à 250. Ben, c'est beaucoup de CSE qui vont disparaître ou qui vont être en tout cas affaiblis dans leurs prérogatives. Ça fait encore un pas supplémentaire après les ordonnances de 2017 pour modifier le rapport de force dans les entreprises. Alors tout ne va pas se passer dans les entreprises sur le sujet que vous évoquez, mais enfin en tout cas sur le terrain du pouvoir d'achat, sur la défense de certains acquis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les négociations d'entreprise et pas seulement dans les branches ou au niveau interprofessionnel. Donc comment les organisations syndicales, en tout cas les deux vôtres, vont se positionner par rapport à ce projet de loi ? Je rappelle souvent que dans 13 pays européens, donc les pays du Nord, mais aussi l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche, il y a le tiers des administrateurs qui viennent des salariés ou des organisations syndicales. Nous, on a eu une loi Pacte qui a très timidement repris ce que le rapport Sénat Nota avait développé. Donc au lieu d'aller dans ce sens, c'est-à-dire là où se prennent les grandes décisions dans l'entreprise, renforcer le pouvoir des salariés, on affaiblit le terrain des CSE, là où se traite la gestion courante, les conditions de travail, les problèmes d'organisation du travail. Ce n'est pas tout à fait la même voie qui est suivie par rapport à d'autres pays européens qui ont, ce n'est pas la panacée non plus dans ces pays, mais enfin au moins ça donne des prérogatives là où se prennent les grandes décisions. Nous, non seulement on ne renforce pas ça, mais on enlève des prérogatives là où se commentent ou en tout cas se traitent les conséquences des décisions qui sont prises. Donc comment faire pour s'opposer à ce futur projet de loi, en tout cas les conséquences les plus négatives de ce projet de loi? Pour nous, c'est clair, hein, c'est une ligne rouge, un casus belli, une déclaration de guerre, enfin, je peux trouver plein de synonymes. Le point positif, c'est que je pense que toutes les organisations syndicales partagent ce constat, puisque toutes les organisations syndicales pensent qu'au contraire, il faut revenir sur les ordonnances Macron pour redonner plus de pouvoir pour les représentants du personnel, parce que si on revient au début de la discussion sur les salaires, pourquoi est-ce que les salaires augmentent moins vite que l'inflation? Parce qu'il y a un rapport de force qui a été dégradé par les réformes précédentes. Aujourd'hui, nous n'avons aucune information de la part du gouvernement sur un calendrier, un périmètre, un projet de loi, qui va le porter, etc. Toutes les informations que nous avons, nous les découvrons dans la presse, ce qui est très désagréable. Nous n'avons même pas été auditionnés par ce député. Et donc, évidemment, que si cette volonté était confirmée, la CGT mobiliserait de façon très forte pour ne surtout pas laisser passer cette scandaleuse remise en cause des droits des salariés. François? Non, mais c'est une évidence, c'est très très grave. Alors ce rapport Marguerite, rendre des euros français, je trouve que le titre est particulièrement malvenu. Moi, je veux bien croire qu'il puisse y avoir une problématique particulière pour les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne, pour affronter tout ce qu'il y a à faire de manière administrative. Simplification administrative. Pour le coup, les syndicats ne sont pas pour grand-chose, parce que ce sont plutôt des facilitateurs en la matière. Et là où le gouvernement pourrait faire des choses, par exemple, plutôt que d'être en permanence
dans le contrôle et la sanction, il pourrait peut-être aider, effectivement, les chefs d'entreprise, parce que moi, je ne vais pas avoir un discours anti-chef d'entreprise, bien au contraire. Je ne crois pas que ce soit le cas de Sophie ni de la CGT. D'ailleurs, effectivement, il y a une problématique qu'il faut affronter pour un chef d'entreprise qui doit développer des procédés, aller chercher des clients, fabriquer des produits de bonne qualité. On pourrait peut-être un peu l'aider. Voilà, on pourrait peut-être un peu l'aider. Mais on ne l'aidera pas en faisant ça. Au contraire. On va pas l'aider, on va feindre de l'aider, mais les problématiques sociales, il faudra bien les adresser. Moi, je veux rappeler une chose très simple. Quand, au mois de mars 2020, on se retrouve avec le Covid, l'économie s'arrête. L'économie s'arrête. Moi, je me rappelle, j'en ai un souvenir très précis. J'ai un coup de fil de Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF à l'époque, qui me dit « Mais François, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Tout s'arrête. Les ateliers s'arrêtent. Les gens ne vont pas travailler. Ils ont peur. » Ben, je dis oui, c'est vrai. Nous, on l'a constaté aussi et ça nous préoccupe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, en fait, on a ressuscité le CHSCT pendant 3 mois. Tout simplement. On est allé chercher, Dieu merci, il n'y avait encore pas trop longtemps qu'on l'avait supprimé. Donc on est allé chercher dans les entreprises des gens qui avaient un peu cette culture-là. On a travaillé avec la direction, avec la médecine du travail. On a mis en place avec les responsables sécurité les voies et les moyens pour relancer les ateliers. Et on va dire que, allez, entre le 5 et le 10 avril, l'économie s'était un peu remise à fonctionner. Grâce à quoi? Grâce à la responsabilité assumée en commun entre les chefs d'entreprise et les représentants du personnel qui avaient cette expertise-là pour pouvoir mettre en confiance les salariés, en fait. Et ça a vraiment bien fonctionné. Est-ce que le gouvernement en tire parti? Non, au contraire. Il continue à s'enfoncer dans ce nihilisme qui consiste à penser finalement et à faire l'inverse que ce qu'ils prétendent. Ils disent, nous, on est pour le dialogue social. Et c'est dommage que les syndicats soient si faibles. Ce qui est faux, au passage, puisqu'on est d'une certaine façon plus fort et plus représentatif qu'eux-mêmes, les politiques. Mais on ne va pas, comme tu le disais tout à l'heure, on ne va pas ouvrir ce débat-là. Et ils mettent en place des politiques qui visent à affaiblir encore plus les syndicats dans l'entreprise. Donc tout ça n'a aucun sens, c'est paradoxal, et ça ne restaure pas la confiance, en fait, dans notre pays. Moi, je crois que c'est ça dont souffre la France, effectivement. Il y a cette politique du gouvernement toujours concentrée sur l'appauvrissement des Français. Et puis, il y a par ailleurs cette espèce de paradoxe permanent entre le discours et les actes qui crée un climat très insécurisant pour l'ensemble des Français et qui ne les incite pas à s'investir dans leurs projets professionnels. Je crois qu'il y a un vice fondamental, effectivement, qui consiste à croire que tout découle de l'économie et que le social en dépend. Et ils n'ont pas encore compris tout à fait, pour certains, que la bonne qualité du dialogue social, la bonne santé des salariés, l'équilibre qu'ils trouvent dans leur vie professionnelle, c'est aussi important pour la croissance économique et pour le développement de nos industries et de nos services que cette façon de réduire le dialogue social et la négociation à peu de choses et de réduire aussi les acquis des salariés dans un modèle social qui a peut-être besoin d'être rénové, mais comme tu le disais, la simplification, ce n'est pas synonyme d'abaissement des droits, c'est synonyme peut-être de vie plus tranquille et plus facile pour les chefs d'entreprise, notamment dans les TPE et les PME, mais ils ont aussi besoin de dialogue, de négociation et de rapports aux salariés qui soient des rapports de confiance. Donc on va terminer là-dessus. J'espère pour vous que l'intersyndicale tourne au ralenti, mais que le moteur tourne quand même. Parce que comme sur le dernier sujet qu'on a évoqué, il y a une forme d'unanimité évidente du côté syndical, et il n'y a pas encore une fois de demande patronale de ce type très pressante, je pense qu'il faudra faire front, parce que c'est un danger pour le dialogue, c'est un danger pour la négociation, et donc c'est un danger pour ceux qui croient au dialogue et à la négociation, pour les entreprises aussi, et pour leur développement. Moi, je vais laisser le dernier mot à Sophie, mais puisque tu évoques l'intersyndicale, tu disais en tout début de notre débat qu'on n'avait pas gagné, qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. C'est vrai, effectivement, la loi, elle est passée, mais on a quand même gagné beaucoup de choses dans cette affaire. En légitimité. Déjà. On a gagné en légitimité, on a gagné la confiance des gens, et puis on a cette maturité désormais entre nous, on travaille ensemble, on communique beaucoup, et comme tu le dis, la voiture est un peu au garage, mais le moteur tourne quand même. Sophie, pour conclure. Les organisations syndicales seront au rendez-vous. Et moi, je voulais juste dire un petit mot sur l'égalité femmes-hommes dont on n'a pas du tout parlé, parce que je trouve que c'est compliqué de parler salaire sans parler d'égalité femmes-hommes. C'est quand même les premières à payer les frais de cette baisse de pouvoir d'achat. Et donc, s'il y a bien un sujet sur lequel il faudrait négocier, c'est sur cette question-là. Ça fait 6 mois que le gouvernement s'est engagé à ouvrir une négociation sur la question des temps partiels. Je rappelle que c'est 30% des femmes qui sont sur des temps partiels avec des salaires bien loin du SMIC mensuel. Et là-dessus,
versus et silence radio, alors qu'il y a énormément de choses qu'il faudrait faire. Y compris dans la faire. fonction publique, il y a beaucoup d'écarts encore qui ne sont pas... Tout à fait. Il faut revaloriser les métiers féminisés qui sont moins bien payés à qualification équivalente. Il faut mettre fin à l'individualisation de la rémunération qui est très discriminante pour les femmes. Et puis, il faut enfin avoir des indicateurs sur les déroulements de carrière pour mettre fin au plafond de mer, au fait que quand on a la malchance d'être une femme et d'avoir des enfants, parce que pour les hommes, c'est pas pareil, l'impact salarial est énorme. Bon, c'est pas possible qu'au XXIe siècle, on en soit encore là et que l'égalité femmes-hommes, ça se limite à des grands discours, des pétitions de principe ou des questions sociétales comme l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est une grande victoire, mais ça peut pas être le solde de tout compte. Il faut maintenant que l'égalité femmes-hommes, elle rentre dans les faits, dans les entreprises, parce que 25% d'écart de salaire, ça n'est plus acceptable, et ça n'est plus acceptable que plus de 80% des entreprises n'aient pas de plan de prévention en matière de violences sexistes et sexuelles. C'est vrai que dans les augmentations individuelles, l'écart reste encore très important entre... Il se creuse entre les femmes et les hommes. Les augmentations individuelles sont très discriminantes pour les femmes. C'est pour ça que c'est préoccupant, ce basculement vers l'individualisation des rémunérations, notamment dans la fonction publique. Pourquoi il y a moins d'écart entre le privé et le public ? Parce que dans le public, il y a un cadre collectif des rémunérations qui protège les femmes. Et l'objectif du gouvernement, c'est de le casser, parce que ça fait partie des réformes régressives qu'on nous prépare quand même pour l'automne. C'est une réforme de la rémunération des fonctionnaires qui, si elle était adoptée, mais évidemment qu'on fera front pour l'empêcher, aurait un impact catastrophique pour les femmes. Eh bien, voilà qui promet de quelques affrontements sans doute, et j'espère quelques solutions un peu plus équilibrées que celles qui sont proposées aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci.